Le bouchon de champagne a sauté quelque part dans le couloir pendant que je me tenais dans mon minuscule appartement parisien le soir du réveillon de Noël, regardant ma fille Léa examiner la pile de factures impayées sur le comptoir de ma cuisine. Elle portait un manteau qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et ses boucles d'oreilles en diamant accrochaient la lumière de ma seule lampe encore en état de marche. « Papa » a-t-elle dit en se tournant vers moi avec ce sourire professionnel qu'elle utilisait dans les vidéos de sa fondation caritative. « Je voulais te demander quelque chose. Comment trouves-tu l'appartement avec vue sur mer qu'Antoine a arrangé pour toi? Celui à Deauville? » J'ai senti ma tasse de café glisser légèrement dans ma main. Quoi? Quel appartement? Antoine m'a dit qu'il l'avait installé pour toi il y a 6 mois. Un endroit magnifique sur la côte normande. Il m'a dit que tu y allais tous les week-ends pour te détendre et échapper au bruit de Paris. Sa voix était enjouée, pleine d'attente. J'ai posé la tasse avec précaution. Léa, ma chérie, je n'ai jamais mis les pieds dans un appartement de luxe. Je n'ai pas quitté Paris depuis plus d'1 an. Le sourire s'est figé sur son visage. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis j'ai entendu des pas derrière elle, et Antoine est apparu dans l'encadrement de la porte, son visage perdant toute couleur lorsque nos regards se sont croisés. Mais laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé à ce moment qui allait briser la vie parfaite de ma fille comme une fine couche de glace sur une eau profonde. Je m'appelle Jean-Pierre Lefebvre. J'ai 63 ans et j'ai travaillé pendant 37 ans comme chef de maintenance pour l'Académie de Paris avant que mes genoux ne me lâchent. J'ai élevé Léa seule après le décès de sa mère quand elle n'avait que 8 ans. Je faisais des doubles services, j'ai vendu notre maison familiale pour nous installer dans un modeste appartement de la banlieue proche, à Bagnolet. J'ai porté le même manteau d'hiver pendant 15 ans pour que Léa puisse avoir des cours de piano, des colonies de vacances et, finalement, un diplôme de la Sorbonne. Elle a rencontré Antoine de Saint-Hubert lors d'un gala de charité il y a 7 ans. Il était tout ce que je n'étais pas, élégant, riche, influent. Sa famille possédait une chaîne d'hôtels de luxe à travers la France et la Suisse. En 1 an, ils se sont mariés lors d'une cérémonie dans un château de la Loire qui a coûté plus cher que ce que j'avais gagné en 5 ans. J'étais heureux pour elle. Vraiment, elle méritait une belle vie après m'avoir vu lutter pendant si longtemps. Mais quelque chose a changé après le mariage. Les appels hebdomadaires sont devenus mensuels, puis occasionnels. Elle était occupée par les affaires d'Antoine, par la fondation caritative qu'ils avaient lancée ensemble, par les galas, les tournois de golf et les étés en Provence. Je comprenais que les riches vivaient dans un monde différent. Je la voyais surtout à travers les réseaux sociaux maintenant, Léa et Antoine remettant un chèque géant à un hôpital pour enfants, Léa et Antoine servant le dîner de Noël dans un centre pour sans-abri, les photographes capturant chaque instant, Léa et Antoine annonçant un nouveau fonds de bourse pour la jeunesse défavorisée. J'étais fier de son travail caritatif, je l'étais vraiment, même si elle n'avait pas remarqué que je mangeais de la soupe en briques 4 soirs par semaine, que le chauffage de mon immeuble fonctionnait à peine et que je portais les 2 mêmes pantalons depuis 3 ans. Et maintenant, elle se tenait là, dans mon appartement, la veille de Noël, m'interrogeant sur un appartement qui n'existait pas. Antoine a été le premier à reprendre ses esprits, ses réflexes d'homme d'affaires prenant le dessus. Jean-Pierre, je pense qu'il y a eu une confusion. Laisse-moi t'expliquer. Quelle confusion? A interrompu Léa, regardant de l'un à l'autre. Antoine, tu m'as dit que tu avais installé papa à Deauville. Tu m'as montré des photos. Tu as dit qu'il adorait l'endroit. C'était des photos d'une annonce de location, n'est-ce pas? Ai-je dit calmement. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit, froides et tranchantes. N'est-ce pas, Antoine? Il a desserré sa cravate, son assurance polie se fissurant. Léa, ma chérie, nous devrions peut-être en discuter à la maison. Non. Sa voix était d'acier sous la soie. Nous allons en discuter ici, tout de suite. Papa, tu dis que tu n'as jamais eu d'appartement là-bas? Jamais. Je me suis dirigé vers mon petit bureau et j'ai sorti mon calendrier. J'ai été ici tous les week-ends ces 6 derniers mois. Je fais du bénévolat à la bibliothèque le samedi et je vais à l'église le dimanche. Tout est écrit ici. La mâchoire d'Antoine s'est contractée. Jean-Pierre est peut-être confus. À son âge, la mémoire peut. J'ai 63 ans, pas 90, les jeux coupés, et ma mémoire va très bien. Pourquoi as-tu dit à Léa que tu m'avais donné un appartement?
Parce qu'il avait besoin d'une déduction fiscale. La voix de Léa n'était plus qu'un murmure. Elle regardait Antoine comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. C'est ça, n'est-ce pas? Tu l'as déclaré comme une dépense caritative. Un don à mon père. C'est ridicule, a dit Antoine, mais sa voix manquait de conviction. Ah bon? Léa a sorti son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Je fais partie du conseil d'administration de la fondation, Antoine. J'ai accès au rapport financier. Laisse-moi juste vérifier. Oh mon Dieu. Soutien au logement pour seniors pour Jean-Pierre Lefebvre, 850 000 €. C'est quoi ça? Mon cœur s'est presque arrêté. 850 000 €? Je peux expliquer. A commencé Antoine. Alors explique. Les mains de Léa tremblaient. Explique pourquoi les registres de notre fondation indiquent que nous avons payé près d'1 million d'euros pour le logement de mon père alors qu'il vit manifestement encore dans ceux-ci. Elle a regardé autour de mon appartement exigu, le voyant vraiment pour la première fois peut-être, la peinture qui s'écaillait, les meubles d'occasion, le petit radiateur d'appoint parce que le chauffage collectif était insuffisant. Depuis combien de temps? A-t-elle chuchoté. Depuis combien de temps vis-tu comme ça alors que nous? Alors que je pensais. C'est rien, ma chérie, ai-je dit, bien que ma voix se soit brisée. Je m'en sors très bien. Mais elle n'écoutait pas. Elle faisait défiler les pages sur son téléphone, son visage devenant plus pâle à chaque geste. Le fonds de bourse d'études que nous avons établi à ton nom. 1,2 million d'euros. Antoine, où est passé cet argent? Aux étudiants? Quels étudiants? Donne-moi des noms, Antoine, tout de suite. Il n'a rien dit. Le silence s'est étendu comme un lac gelé, dangereux et vaste. Dehors, j'entendais des voisins chanter Douce nuit quelque part dans l'immeuble. À l'intérieur, le monde parfait de ma fille volait en éclats. J'ai besoin de voir les registres financiers complets de la fondation, a dit Léa, sa voix d'un calme étrange. Chaque transaction impliquant le nom de mon père. Chaque unité. Léa, tu réagis de manière excessive. Nous pourrons en discuter après les fêtes. Nous en discuterons maintenant. Papa, as-tu un ordinateur? J'ai hoché la tête et je suis allé chercher mon vieux portable dans la chambre. En quelques minutes, Léa s'était connectée au système de la fondation. J'ai regardé par-dessus son épaule pendant qu'elle naviguait dans les feuilles de calcul, sa respiration s'accélérant. Le fonds médical pour seniors. 600 000 €. Soins spécialisés pour Jean-Pierre Lefebvre. Elle m'a regardé. Papa, c'est quand la dernière fois que tu as vu un médecin? Mes genoux, il y a environ 4 mois. À la clinique gratuite du quartier. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine taper. La subvention pour l'accessibilité des véhicules. 175 000 € pour une camionnette adaptée à tes besoins de mobilité. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Papa, est-ce que tu as seulement une voiture? Je prends le métro, ma puce, ai-je dit doucement. Le bus et le RER. Antoine s'est levé brusquement. Je n'ai pas à écouter ces accusations. Léa, tu es ma femme. Tu devrais me faire confiance plutôt qu'assez. C'est mal entendu. Assieds-toi. L'autorité dans sa voix nous a surpris tous les deux. Je n'ai pas fini. Il y en a d'autres, n'est-ce pas? Le fonds de rénovation. 300 000 € pour rendre la maison de papa accessible en fauteuil roulant. Elle a de nouveau regardé mon appartement. Je ne vois aucune rénovation. Je ne vois même pas de fauteuil roulant. Ton père est un ingrat, a dit Antoine, son ton devenant odieux. J'ai géré les finances de la fondation pendant que tu jouais à la dame de charité. Quelqu'un devait prendre les décisions difficiles. Des décisions difficiles? Tu as détourné l'argent de notre association en utilisant le nom de mon père. La voix de Léa a monté. Combien, Antoine? Combien au total? Tu ne comprends rien aux affaires. Alors fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre comment nous avons récolté 4,2 millions d'euros pour divers programmes destinés à aider mon père et d'autres seniors, alors que mon père est assis ici avec un manteau dont les coudes sont réparés avec du ruban adhésif. J'ai baissé les yeux. J'avais oublié le ruban adhésif, j'avais l'intention de coudre une pièce.
Le masque d'Antoine a fini par tomber complètement. Ton père a choisi cette vie. Il aurait pu demander de l'aide. Au lieu de cela, il est resté là, dans sa fierté et sa pauvreté, à me faire passer pour un moins que rien à chaque réunion de famille avec ses vêtements miteux et son passe Navigo. Alors oui, j'ai utilisé sa situation à notre avantage. La fondation avait besoin de capital de fonctionnement. Les donateurs adorent les histoires sur l'aide aux seniors en difficulté. Ton père était parfait pour le récit. À notre avantage? Léa s'est levée, tout son corps tremblant. Tu veux dire à ton avantage? Tu as volé des gens qui ont donné de bonne foi, des gens qui voulaient aider des seniors comme mon père. Et tu as utilisé le nom de mon père, sa dignité, sa souffrance réelle pour le faire. Prouve-le, a ricané Antoine. Prouve que j'ai pris un seul euro pour mon usage personnel. Chaque transaction est passée par la fondation. Chaque centime est justifié. Alors ça ne te dérangera pas si j'appelle le fisc demain, a dit Léa. Ou la police, ou les deux. La couleur qui était revenue sur le visage d'Antoine a de nouveau disparu. Tu n'oserais pas. Je vais aussi appeler nos donateurs personnellement, en commençant par les familles les plus influentes. Tu te souviens d'elles, n'est-ce pas? Celles qui ont donné des fortunes spécifiquement pour le programme de logement des seniors. Je me demande ce qu'elles ressentiront en sachant que cet argent n'a jamais aidé un seul vieil homme à se loger. Antoine, s'il te plaît, sors d'ici. Sa voix était de glace. Sors de la maison de mon père. En fait, sors de ma vie. Je demanderai à mon avocat de te contacter demain. Je suis ton mari. Plus pour longtemps. Par maintenant. Antoine m'a regardé, puis a regardé Léa. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait argumenter davantage. Puis il a attrapé son manteau et est sorti précipitamment, claquant la porte assez fort pour faire trembler les murs. Le silence qu'il a laissé derrière lui était assourdissant. Léa est restée immobile pendant un long moment. Puis elle s'est lentement effondrée dans mon vieux fauteuil usé et s'est mise à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes délicates, mais de profonds sanglots déchirants. Je suis tellement désolé, a-t-elle étouffé. Papa, je suis tellement désolé. J'ai été si aveugle, si stupide. Pendant que je postais des photos de notre travail caritatif, tu étais ici seul, en train de galérer, et je ne l'ai pas vu. Je ne voulais pas le voir. Je me suis agenouillé à ses côtés, mes genoux protestants. Ma chérie, tu ne savais pas. J'aurais dû savoir. Je suis ta fille. J'aurais dû venir plus souvent, appeler plus souvent, te regarder vraiment au lieu de. Mon Dieu, papa, quand est-ce que je t'ai demandé pour la dernière fois comment tu allais? Vraiment demandé? Je ne m'en souvenais pas. J'étais tellement prise dans le monde d'Antoine, a-t-elle continué. Les galas, la fondation, l'image. Nous étions tellement occupés à être charitables que j'en ai oublié la charité réelle. Je t'ai oublié, toi, mon propre père qui a tout sacrifié pour moi. Tu n'as pas oublié. Si. Ce commentaire au dernier gala. Quelqu'un a dit que la charité commence à la maison et j'en ai ri. J'ai vraiment ri. Pendant ce temps, tu étais ici à manger de la soupe en conserve et à prendre le bus alors que nous prenions des dons destinés à aider des gens comme toi. Elle a de nouveau sorti son téléphone, essuyant ses yeux. J'appelle un avocat ce soir, et un comptable, et les autorités. Antoine va payer pour ça. Chaque centime qu'il a volé, chaque mensonge qu'il a raconté, chaque fois qu'il a utilisé ton nom. Léa, c'est le réveillon de Noël. Je m'en fiche. Ça ne peut pas attendre. Ses doigts composaient déjà un numéro. Et elle a effectivement passé ses appels, la même, le soir de Noël. Pendant que je nous préparais du thé, elle a appelé son avocat, qui a été étonnamment compréhensif malgré leur tardive. Elle a appelé son comptable, qui a promis de commencer un audit dès le lendemain des fêtes. Elle a appelé sa meilleure amie d'université qui travaillait dans les enquêtes pour crimes financiers. Au moment où minuit a sonné, marquant le jour de Noël, les rouages étaient déjà en mouvement. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Léa s'est installée à l'hôtel, demandant immédiatement le divorce et la séparation des biens. Elle a engagé des experts comptables judiciaires qui ont fouillé les registres de la fondation comme des loups dans la neige. Ce qu'ils ont trouvé était pire que ce que nous avions imaginé.
Antoine n'avait pas seulement utilisé mon nom, il avait créé tout un réseau de faux bénéficiaires, des seniors fictifs avec des besoins fictifs, générant tous des demandes de remboursement de dépenses bien réelles. L'appartement de Deauville existait, mais Antoine l'utilisait comme résidence de vacances personnelle tout en prétendant qu'il m'était destiné. La camionnette adaptée n'avait jamais été achetée, l'argent était allé sur un compte privé. Les bourses n'avaient jamais été attribuées. Le fonds médical n'avait jamais aidé personne. Au total, Antoine avait détourné plus de 3,8 millions d'euros de la fondation sur 4 ans. Léa a été implacable. Elle a contacté chaque donateur personnellement, expliquant ce qui s'était passé et promettant une transparence totale. Elle a remis toutes les preuves aux autorités. Elle a témoigné devant le conseil d'administration de la fondation, recommandant une restructuration complète et une surveillance indépendante. L'histoire a fait la une des journaux en février, scandale dans une grande association caritative parisienne, des millions détournés grâce à de fausses déclarations. La photo d'Antoine était partout, ce sourire poli paraissant désormais sinistre sous la couverture médiatique. Le procès a eu lieu en avril, au Palais de justice de Paris. J'étais assis au premier rang, Léa à mes côtés. Elle m'avait acheté un nouveau manteau, et j'avais finalement accepté de le porter, tout comme j'avais accepté qu'elle insiste pour que je déménage dans un meilleur appartement. Ce n'est pas de la charité, avait-elle dit fermement. C'est une compensation. Tu as été utilisé sans ton consentement, cela te donne droit à des dommages et intérêts. L'avocat d'Antoine a essayé de soutenir que l'argent avait été légitimement dépensé pour les opérations de la fondation, que les dépenses étaient des coûts administratifs raisonnables, mais les preuves étaient accablantes. Les fausses cartes d'identité qu'il avait créées, les documents forgés, les comptes offshore. La trace écrite était impeccable. Lorsque le juge m'a demandé si je voulais faire une déclaration en tant que victime, je me suis surpris moi-même en me levant. Monsieur le juge, ai-je commencé, la voix assurée malgré mes nerfs. Je ne suis pas en colère pour moi-même. J'ai vécu une vie simple et j'en étais satisfait. Mais je suis en colère pour les donateurs qui ont donné leur argent de bonne foi. Je suis en colère pour les vrais seniors qui auraient pu être aidés avec ces millions. Et je suis en colère pour ma fille, qui a construit cette fondation avec des intentions sincères, pour l'avoir corrompue par quelqu'un en qui elle avait confiance. J'ai regardé Antoine directement. Tu n'as pas seulement volé de l'argent. Tu as volé le rêve de ma fille de faire une différence. Tu as volé la dignité de chaque senior dont tu as utilisé le nom. Et tu as volé des années que j'aurais pu passer avec Léa parce qu'elle était trop occupée à gérer le désordre que tu as créé pour venir voir son vieux père. La salle d'audience était silencieuse. Mais voici ce que tu n'as pas volé. Tu n'as pas volé l'intégrité de ma fille. Quand elle a découvert la vérité, elle ne t'a pas protégé. Elle n'a pas protégé son style de vie ou son statut social. Elle a choisi ce qui était juste plutôt que ce qui était confortable. C'est ainsi que je l'ai élevée, et c'est ce qu'elle est toujours, malgré ton influence. Je me suis rassis. La main de Léa a trouvé la mienne et l'a serrée fort. Le juge a condamné Antoine à 8 ans de prison ferme pour fraude, détournement de fonds et vol aggravé. La fondation a reçu l'ordre d'être dissoute, tous les actifs légitimes restants étant distribués à des organisations de soins aux seniors accrédités. Antoine a été condamné à payer 3,8 millions d'euros de restitution, bien que les fonds récupérés risquent d'être nettement inférieurs. Alors que nous quittions le tribunal, les journalistes nous ont assaillis. Léa s'est avancée vers les micros et je me suis tenu à ses côtés. Je tiens à m'excuser, a-t-elle dit, sa voix claire et forte. À chaque donateur, à chaque senior qui avait besoin d'aide, à la communauté. J'étais la cofondatrice de cette fondation et j'ai failli dans ma surveillance. J'étais tellement concentré sur le travail que nous présentions au monde que je n'ai pas vu ce qui se passait dans les coulisses. Je n'ai même pas vu ce qui se passait dans ma propre famille. Elle s'est tournée pour me regarder. Mon père a passé sa vie entière à se sacrifier pour moi. Il a vendu sa maison, a travaillé jusqu'à l'épuisement, s'est privé de tout pour que j'aie des opportunités. Et quand j'ai enfin eu les moyens de l'aider, j'étais trop distraite par les apparences et l'ambition pour remarquer qu'il avait besoin d'aide. C'est ma faute. C'est mon échec, pas seulement le crime d'Antoine. Un journaliste a crié, « Que ferez-vous maintenant ?» Léa a souri, bien que des larmes brillent dans ses yeux. Je vais passer du temps avec mon père. Du temps réel, pas pour des opportunités de photos ou des événements publicitaires. Juste du temps,
pour apprendre à le connaître à nouveau, pour rattraper les années que j'ai perdues par arrogance et confiance aveugle. Elle s'est tournée vers moi. S'il veut bien de moi. Toujours, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. C'était il y a 8 mois. Léa n'a pas recommencé une autre fondation tout de suite. Au lieu de cela, elle est devenue bénévole dans la même bibliothèque où je travaillais les samedis. Nous avons trié des livres ensemble, aidé des seniors avec des cours d'informatique, organisé des programmes de lecture pour les enfants. Elle a vendu l'immense maison de standing qu'elle partageait avec Antoine et a acheté un modeste appartement de 2 chambres près de mon nouveau logement. Assez proche pour venir à pied pour les dîners du dimanche. Elle m'a dit, si tu acceptes de cuisiner. Je n'ai jamais appris, n'est-ce pas? Tu l'as toujours fait pour moi. Alors je lui ai appris. Chaque dimanche soir, elle venait et nous cuisinions ensemble. Je lui ai appris la recette du pot-au-feu de ma mère, comment faire une vraie quiche lorraine, la façon de rôtir un poulet à la perfection. Nous parlions en cuisinant, nous parlions vraiment de sa mère, de mes années à l'éducation nationale, de ses regrets, de ses espoirs et de l'entreprise qu'elle pensait lancer, quelque chose de plus petit, de plus personnel, de plus authentique. Elle a recommencé à fréquenter quelqu'un à l'automne, un enseignant qu'elle avait rencontré à la bibliothèque. Nicolas était gentil, portait des chemises de prêt-à-porter simples et conduisait une petite citadine. Quand elle nous a présentés, je pouvais voir qu'elle était nerveuse quant à mon approbation. Il est merveilleux, lui ai-je dit honnêtement. Il te regarde comme une personne, pas comme un accessoire. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai gâché tant d'années, papa. Non, ai-je corrigé doucement. Tu as appris qu'il y a une différence. La semaine dernière, Léa est venue me voir avec une proposition. Elle avait été contactée par plusieurs des anciens donateurs de la fondation qui voulaient essayer à nouveau, créer quelque chose de neuf, de meilleur. Mais ils ne voulaient qu'elle s'implique que si elle pouvait prouver qu'elle avait tiré les leçons du désastre. Je leur ai dit que je ne le ferais que si tu étais impliqué, a-t-elle dit. Pas comme une figure de proue, mais comme un véritable contrôleur. Tu examinerais chaque dépense, chaque demande, chaque décision. Est-ce que tu y réfléchirais? Je sais que c'est beaucoup demandé après tout ce qui s'est passé. Oui, les jeux interrompus. À une condition. N'importe laquelle. On commence petit, vraiment petit. On aide peut-être une famille à la fois, un senior, un parent en difficulté. On apprend à les connaître, à comprendre leurs besoins réels, on assure le suivi personnellement. Pas de gala, pas de séance photo, juste de l'aide concrète. Elle a souri. Ce sourire authentique dont je me souvenais de son enfance. Ça semble parfait, papa. Et c'est ainsi que nous reconstruisons, lentement, soigneusement, ensemble. Ce réveillon de Noël, Léa sera de nouveau ici. Mais cette fois, il n'y aura pas de diamants, pas de manteau de créateur, pas de mari avec des secrets. Il y aura de la farine sur le comptoir pendant que nous ferons des biscuits, des chants de Noël passant sur ma vieille radio, et une conversation sur la famille que nous allons aider le mois prochain, une mère célibataire de Saint-Denis qui a besoin d'aide pour la garde de ses enfants afin de pouvoir terminer son diplôme d'infirmière. Le champagne restera au frais. Nous boirons du thé à la place, comme nous le faisions quand elle était jeune et que le monde était plus simple. Parfois, les cadeaux les plus précieux ne sont pas emballés dans du papier coûteux. Parfois, ils sont emballés dans le temps, l'attention et le courage d'admettre quand on a perdu son chemin. Ma fille est revenue vers moi, non pas à cause d'un appartement de luxe ou d'une voiture, mais parce qu'elle a choisi la vérité plutôt que le confort, l'intégrité plutôt que l'image. Cela vaut plus que tous les millions détournés par Antoine. Cela vaut tout l'or du monde.